Je pense que l'idée, c'était de toute façon basée sur mon vécu, mes souvenirs. C'est important, c'est que par rapport au réel, hein, il y a certainement un réel, mais en fait le réel appartient aussi à soi, et donc passe par des souvenirs, passe par des émotions. On a eu peur, on a eu de la joie, on se souvient de choses, d'autres ne se souviennent pas. Et donc mon idée, moi, c'était de ne pas m'interroger sur un réel possible, est-ce que c'est vraiment comme ça, etc. C'était, je prends le monde tel que je l'ai vécu, c'est-à-dire mon monde calédonien, la brousse, le machin, etc., tout ça, et j'essaie de le retransmettre à ma manière. Peut-être il y avait une chose de... Est-ce que c'est... J'ai rapidement choisi d'utiliser la bande dessinée et la dérision. Je voulais pas tomber dans les travers d'une espèce de glorification de soi ou d'un passé. Nous, on a vécu ça, ou nos grands-parents, on est plus grands parce qu'on fait partie d'un monde de super-héros, quasiment, hein, de héros, c'est les vrais pionniers qui ont fait ça, qui ont tout fait, etc. Je trouvais que c'était pas une bonne manière pour nous découvrir. Et en même temps, que je dis nous, parce que c'est un travail vraiment très personnel, finalement, c'était moi par rapport à ma famille, mes souvenirs et choses comme ça. Et le hasard a voulu, des fois, vous savez, il y a des choses qui se passent, c'est que ça collait avec la population, ça collait avec les lecteurs, qui se reconnaissaient dedans aussi. Donc, mais je pense que c'est pas une volonté, c'est finalement la volonté, elle est simplement de faire une chose. Par contre, on va dire l'accroche avec un lectorat relativement important pour la Nouvelle-Calédonie, parce que je crois que ça a été le record, personne n'a jamais pu éditer autant de livres et pendant autant de temps aussi, parce que la durée est importante. Et tout ça, c'est le fruit du hasard. Oui, c'est vrai, c'est là où des fois on pourrait me critiquer un peu, oui, mais c'est une utopie, Vivre ensemble, etc. Et la question ne se pose pas pour moi, c'est savoir si c'est une utopie ou pas. Je dis une manière de vivre que j'ai vécue. Après, tout le monde, voilà, ça se passe comme ça, quoi. Et précurseur, peut-être qu'il y avait un aspect social et politique dedans, mais qui m'échappait totalement, parce que j'ai commencé, j'avais 24 ans, je crois. Et je ne peux pas dire qu'il y avait une intention délibérée dans ce sens-là, en fait. Ça s'est fait aussi, alors pas, quand je dis naturellement, mais j'ai fait des études d'art plastique, d'histoire de l'art, et je sais la place, l'importance d'une œuvre dans son époque. On peut apprécier une œuvre, on peut l'admirer, mais lorsqu'on recontextualise une œuvre dans son époque, elle a beaucoup plus de portée. C'est-à-dire pourquoi ça donne du sens, pourquoi cette œuvre existe à tel moment et jusqu'à combien de temps aussi. À une période de ma vie, il se trouvait que j'ai été grand-parent. Et en fait, donc j'ai vécu autre chose, je vis autre chose, puisque en fait j'ai un rapport nouveau avec une jeunesse complètement nouvelle. J'étais enseignant pendant très longtemps, au collège et au lycée. Mes enfants, eux, avaient grandi, donc je n'avais plus ce contact avec une jeunesse, on va dire, très jeune. Ça veut dire pas. Et avec les petits-enfants, j'ai retrouvé l'idée de communiquer avec eux à travers des histoires. Mais ça ne pouvait pas être les mêmes histoires que La Brousse en folie, qui sont quand même destinées à des adultes. Et en fait, ce contexte-là, le mien, encore une fois, m'a donné envie de créer un nouveau personnage, Timek. Alors la différence avec La Brousse en folie, c'est que c'est dans un monde vraiment mélanésien, là, cette fois-ci, kanak, on va dire même. C'est un monde que j'ai connu à travers des récits, à travers du vécu. Ça m'a toujours... toute mon enfance a été baignée dans ces histoires-là, comme nos voisins, nos voisines, les vieilles qui nous racontaient des histoires qui faisaient peur des fois d'ailleurs. Et je me souviens de ça, ça m'a marqué, ça m'a toujours donné envie de le retransmettre. Et l'idée avec les Fables du Caillou, c'est de dire j'ai une culture avant tout européenne et française, et de créer un mélange avec la manière dont nous on a abordé les contes pour enfants, ou la littérature pour enfants, c'est-à-dire, pour moi, c'était surtout La Fontaine. C'était quand même La Fontaine. Et de faire un genre de mix, c'est-à-dire traiter des histoires issues du monde kanak, en les remaniant avec une morale et avec un intérêt, c'est-à-dire en fait apporter à l'enfant, quelque part, un but de lire l'histoire et un objectif pour les parents, c'est amener une moralité, même si le mot, des fois, maintenant, le jour, c'est un peu loin, mais amener une morale, quoi, en fait.
Les langues ont été quelque chose de très importante dès le départ, puisqu'en fait l'idée de faire les Fables du Caillou me trottait dans la tête depuis un moment, et puis ensuite j'ai rencontré Mej Wenewa, et c'est curieux, c'est que notre rencontre, c'est que j'ai l'impression d'avoir connu depuis toujours, et lui aussi. On s'est dit, mais on était en classe ensemble, mais on n'a pas le même âge, on ne pouvait pas être en classe ensemble, j'ai jamais été son professeur, voilà. Et je lui ai parlé de ce projet, et il a accroché tout de suite, et quand il a commencé à aboutir, on va dire, au niveau du dessin, de l'histoire, etc., puisque lui relisait les histoires aussi, son père aussi, on a décidé à ce moment-là de le faire en langue. On a commencé par le Jéhu, et rapidement on s'est dit on va ouvrir à d'autres langues, voilà. Et j'ai contacté à ce moment-là le Sanchibaou qui m'a aidé au niveau des premières langues. Moi-même, ça m'a permis, j'habite à Païta, maintenant il y a une tribu à côté de Nanyoni, donc avec les gens de Nanyoni et de Ndé. J'étais voir les vieux, etc. On a décidé de le faire aussi en Djoubéa. On met un Djoubéa de la région Païta. Ça m'a permis, moi, d'ouvrir un nouveau contact avec des vieux, là, comme ça. Et donc, c'est une ouverture par rapport au dessin, par rapport à l'animation, mais aussi par rapport aux gens qui m'entourent, et de me resituer vraiment dans un paysage collectif. Encore une fois, on revient à la communautaire, quoi, à la communauté. L'aspect pédagogique pour moi est importante, du fait encore que j'ai été enseignant très très longtemps quand même. Et c'est vrai que la notion en fait je parlais tout à l'heure de moralité ou de morale, enfin de donner du sens à la société, c'est-à-dire que l'enfant face à la société échappe un petit peu au monde de l'enseignement. C'est toujours un petit peu après qu'on le fait et je me souviens que déjà en tant qu'enseignant, j'essayais même au lycée avec les secondes ou les terminales, lorsqu'on faisait de l'histoire de l'art, d'amener en même temps un autre regard dessus. Là, mon idée, c'est que quand je travaille avec les beaucoup plus petits, parce qu'en fait ça s'adresse plutôt à des enfants de 3, on va dire, à 12 ans à peu près, c'était d'amener ça et de permettre aux enseignants, par exemple pour les langues, un enseignant de langue peut en fait s'appuyer dessus, mais les enseignants en français, par exemple aussi, peuvent s'appuyer sur l'histoire. Et en même temps, on parle beaucoup de l'histoire, justement, comment intégrer la culture kanak dans le processus pédagogique. Et là, en fait, il y a énormément de références. Alors c'est un peu subtil, parce que c'est jamais direct, mais en fait, c'est le décor, c'est-à-dire comment on discute avec quelqu'un, comment on arrive chez quelqu'un, la coutume, et ainsi de suite. Ce n'est pas expliqué, mais c'est comment montrer, c'est du vécu du personnage. Donc on peut s'appuyer dessus aussi de manière pédagogique pour dire, ben voilà, c'est comme ça, même la case, des choses comme ça, c'est dedans, quoi. Nous étions 4 au départ, oui. Claudine, Nicolas, Frédéric, ça fait 3 ça, moi, et Jean Van Maille, donc 5. Je n'y pas vraiment, mais ça on n'y peut rien. C'est le temps qui passe, le temps, voilà. Oui, c'est sympa parce que c'est une aventure, c'est toujours une aventure extraordinaire, quoi, l'association, et c'est devenu quand même par rapport à on va dire, un trou, hein, puisque en fait, bon, naturellement, c'est vrai que les auteurs, souvent, c'est un travail de relative solitude, et nous étions dans un contexte un petit peu douloureux, puisque à cette époque-là, on va dire, c'est une nouvelle littérature qui émergeait, puisque les autres auteurs, il fallait dater un petit peu, hein, on était comme un Mariotti, Baudou et ainsi de suite, et puis soudain est venu de jeunes auteurs. Alors c'est vrai que la poésie s'est toujours maintenue, hein, dans la création calédonienne, mais au niveau roman, au niveau nouvelle, ça n'existait pas. Du coup, l'association a permis quand même de donner, je pense surtout le but c'était de donner confiance aux gens qui voulaient écrire. Chacun allait là où il pensait que sa voix l'amènerait. Donc il n'y avait pas d'analyse, et peu à peu on s'est rendu compte que la plupart des écrits étaient quand même au fond de nous un genre de revendication, de dire nous sommes quelque part, et ce quelque part est important. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie pour tous, avec une expérience très différente. Bon, il se trouve qu'au début c'était des Calédoniens de souche, on va dire, hein. Et je crois que le point commun entre tous, c'était qu'on parlait de notre vécu. C'était vraiment important. Et peu à peu, on s'est ouvert par rapport aux discussions qu'on avait, on s'est ouvert à autre chose, à nous dans le monde, et le monde avec nous, ou face à nous, ou choses comme ça. Donc ça s'est élargi. Et
l'idée, c'est pour ça que l'association des écrivains de Nouvelle-Calédonie était importante dans le choix des terminologiques, et comparé à, on va dire, l'association des écrivains calédoniens. On voulait vraiment une grande ouverture, de manière à permettre un brassage, des vues différentes, voilà. J'espère que l'aventure va continuer encore longtemps et que dans la variété. C'est-à-dire que j'aime bien, c'est vrai que j'ai fait très longtemps la Brousse en folie, j'ai fait 4 ans, 6 ans le Sentier des Hommes, maintenant je suis sur les Fables du Caillou, et j'espère que d'autres idées vont jaillir pour aller plus... J'aime pas me répéter, effectivement, j'aime pas... c'est agréable de continuer une chose, mais en fait, découvrir autre chose, par exemple, je ne l'ai pas dit, mais pour les Fables du Caillou, ça a été découvrir le monde du dessin animé, comment on crée le cinéma, comment on crée tout ça, c'est les logiciels même, hein, tout, voilà. Le Sentier des Hommes, ça a été la découverte de travailler avec quelqu'un d'autre, puisque c'est Jarre qui dessinait, donc comment travailler avec un dessinateur en tant qu'en scénariste. Et à chaque fois, c'est une expérience nouvelle qui m'amène souvent plus loin que je pensais au départ.